Oumar Diandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Laurent Roland-Tonekes. Maury Agua, bonjour. Oumar Diandjou, bonjour. Téléspectateurs, internautes, auditeurs, bonjour. Nous allons d'abord commencer par ces hommages, la récupération que font certaines personnes de ces hommages pour tirer à boulet rouge, si je peux parler ainsi, sur des personnalités politiques. Oui, un TikToker a voulu s'essayer à la chose, mais je crois qu'il se fouvoie, il a mis les pieds dans le plat. Je parle d'un certain Aristide Kanassou qui donc a fait une chronique sur TikTok pour se servir d'une déclaration que vous avez eu à faire sur ce plateau pour donc attaquer les efforts faits par l'honorable Afiavi Prudentiaux. Et nous pensons quand même qu'il faut dire halte à la récupération de l'hommage. Oui, merci Maury. J'ai été surpris de voir la vidéo qui circule, qui a été faite. Et je précise que celui qui a fait la vidéo est un confrère. Est-ce que je dirais ex-confrère ou bien je dirais confrère actuellement? C'est qu'il était confrère à Gulf TV Africa et qui a fait la vidéo, qui circule là et qui a pris une séquence de ce que j'ai dit et pour s'attaquer à Mme Claudine Afiavi-Prudentiaux. Et donc je pense véritablement qu'il s'y est de repréciser le contexte dans lequel j'ai fait ma déclaration, parce que quand on faisait les hommages à Peggy Ludovic Dagba lundi dernier, j'ai évoqué la situation des journalistes en général et j'ai évoqué la question de la mutuelle de l'UPMB qui n'existe pas. Et fort heureusement, il y avait sur ce plateau Rafiat Mamadou qui est membre de l'UPMB, qui est coordinatrice des femmes de l'UPMB également. Et je disais qu'en réalité, il manque une organisation au sein de la corporation qui pourrait aider à prendre en charge les confrères et les consoeurs. Et donc, et d'ailleurs, même en parlant de Peggy Ludovic Dagba, j'ai évoqué le cas de Judika Baguiti également, qui depuis un moment est devenu presque un mendiant sur les réseaux sociaux, qui chaque jour doit pouvoir demander 100 francs, 500, 200 pour qu'on mobilise, pour qu'il aille faire la dialyse. Et donc, c'est dans ce cadre que j'avais évoqué le sujet. Et donc, j'ai été surpris de voir qu'une partie de ce que j'avais été dit a été coupée pour pouvoir servir de... Je sais que sur TikTok, les gens sont à l'affût des abonnés, le nombre d'abonnés, le nombre de vues pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc parfois, tout le monde... Toutes les attaques sont bonnes sachant très bien que c'est ce qui est mauvais qui malheureusement prend de l'ampleur sur TikTok. Et donc du coup, quand vous en arrivez à attaquer quelqu'un, vous faites quelque chose sur TikTok, ça prend automatiquement. Quand allez sur TikTok, publier quelque chose de bon, c'est souvent difficile que ça prenne rapidement. Mais quand c'est pour s'attaquer à quelqu'un, ou c'est les attaques, les invectives et autres là, ça prend automatiquement, ça devient viral. Et donc, j'ai été scandalisé, surpris de voir ça, et je vois que finalement, dans cette situation, chacun veut régler ses comptes. Moi, je le dis clairement. Et d'ailleurs, même quand je suis intéressé, dit que c'est la lumière, je précise, Peggy est un homme de radio. Il n'a pas travaillé à la télé. Donc, je suis venu à Eden TV Diaspora FM, je suis resté à la télé, mais Peggy a passé la plupart du temps, en tout cas la plus grosse partie de son temps à la radio. Rédacteur en chef attitré de la radio. De la radio, avant d'être rédacteur en chef des deux médias. Du groupe de presse, il y a maintenant, et bien qu'étant rédacteur en chef des deux médias, il venait pratiquement une fois ou deux fois par semaine à la télé. Et si les lumières de la télé pouvaient détruire vraiment les yeux, je suis sûr que moi, je ne serais en train... C'est vrai que j'ai quelques ennuis au niveau des yeux, mais ce n'est pas... Puisque moi, je ne fais pas le journal, j'aurais même dit que tous ceux qui font le journal tous les jours, alors, auront tellement de problèmes. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faut faire... Je pense qu'il faut... C'est quand même pas bien séant de faire ce lien-là pour dire que la télé, les lumières ont détruit les yeux du pays. Peggy avait déjà ces problèmes Dieu à un moment donné. Je crois que ça date de très longtemps. Ce n'est pas Eden TV, au groupe de presse TV International que ça a commencé. Donc je voudrais quand même interpeller chacun pour dire, écoutez, mon propos a été dit dans un contexte et je continue de le dire ce matin encore. Nos journalistes, nos fêtières font quoi? Qu'est-ce que nous faisons pour nous organiser? Et j'interpellais même les gouvernants de Juda. Pourquoi? J'interpellais les gouvernants, on n'avait pas eu assez de temps. Les gouvernants, leur responsabilité d'abord, c'est quoi? C'est l'aide à la presse privée. Si l'aide à la presse privée vient au niveau des médias, les médias vont davantage souffler et davantage faire le minimum
pour les journalistes. Et donc, j'ai interpellé les gouvernants, j'ai interpellé l'UPMB, j'ai interpellé en tout cas les organisations qui, ou bien nous journalistes aussi, qu'on s'organise autrement, parce qu'il ne sert à rien d'attendre parfois. Et je l'ai dit clairement le jour là que, ben, écoutez, si quelque chose nous arrivait, et c'est pareil pour nous qui sommes sur ce plateau, là, à l'heure où nous parlons maintenant là, si quelque chose nous arrivait là, Oumar Adéanju mourir à Goa, sur quoi nous pouvons compter? Est-ce que, à première vue, nous pouvons compter sur ce que nous avons réalisé, les initiatives que nous avons prises? Non. On serait obligé de compter sur la bonne volonté des employeurs qui déjà nous payent un salaire, qui font un travail. C'est très important à ne pas oublier. Donc, j'estime véritablement que ce confrère doit pouvoir comprendre que s'il veut être fidèle dans le compte rendu, il doit prendre toute la séquence, tout ce que j'ai dit là, et publier plutôt que de prendre parti et de s'attaquer à quelqu'un et penser que bon, c'est en cela que sa vidéo peut-être sera virale, ça lui fera beaucoup d'abonnés. Pourtant, moi, je ne suis pas dans ça. Tout le monde sait, je suis campant, j'ai pour pouvoir quand même la possibilité de dire ce que je pense et clairement, et je crois que tout le monde sait comment je fonctionne. Moi, je pense véritablement qu'il faut que nous évitions davantage de faire de la récupération au point de vouloir régler des comptes dans toutes les situations. J'ai bien rappelé aussi sur le plateau le jour-là, et c'est ce qui me choque dans ça, qu'à plusieurs reprises, j'ai précisé que Peggy a été prise en charge par les promoteurs. Je l'ai rappelé. Pourquoi on ne coupe pas cette séquence? Pourquoi quand j'interpelle l'UPMB, je parle de l'amitié de l'UPMB, pourquoi on ne coupe pas cette séquence? Et c'est un confrère qui fait ça. En cela, c'est-à-dire que nous oublions nos problèmes. Au lieu de réfléchir sur nos problèmes pour nous s'organiser, on met ça de côté, on veut s'attaquer toujours aux personnalités politiques, et après nos problèmes restent toujours là. Moi, je pense qu'il est temps que chacun de nous puissions prendre de la graine et comprendre que ce n'est pas en s'attaquant aux autres tout le temps, en jetant la pierre aux autres. Il faut que nous-mêmes, là, nous commencions par nous organiser. Et c'est à cela que j'en appelais. Et je voudrais revenir sur quelques-uns de ces propos. Oumar Adéanju, le TikToker Aristide Kanossou dit que journaliste est oublié et puis broyé seul face à leur souffrance. Il ajoute que dans le cas d'espèce où il parle de Peggy, que l'homme a été usé jusqu'à la corde, je ne sais pas s'il mesure, qu'il a bien pesé, s'il a bien pesé ses mots. Si vous permettez, avant que moi de prendre la parole, il y a le titre que je n'ai pas aimé, Assassiné dans l'indifférence. Quand j'ai lu ça, j'ai été scandalisé. Parce que quand on parle d'assassinat, quand même, c'est assez fort. C'est assez fort. Les mots utilisés sont tellement assez forts que, au-delà de tout, je pense véritablement que nous puissions, nous devons en réalité prendre du recul parfois face à cette situation. J'ai évoqué une situation parmi tant d'autres. Non, c'est la recherche de sensationnel, du sensationnel qui amène à faire ça. Qu'on le veuille ou non, la situation du journaliste aujourd'hui au Bénin laisse à désirer. Réfléchissons sur notre corporation. Organisons-nous. Et si c'est un confrère, si c'est un simple TikToker, les influenceurs qu'on connaît, qui parlaient comme ça, je ne leur ferai pas, ça n'allait pas me scandaliser. C'est un confrère qui en parle comme ça. Et je pense qu'au moment où je dis, organisons-nous, journalistes de mon pays, professionnels de médias, prends soin de toi, ça ne l'intéresse pas. Et que c'est peut-être s'attaquer, surfer sur le décès de Peggy pour s'attaquer à quelqu'un qui l'intéresse, je pense que ce n'est pas bon. Moi, je pense quand même que ces propos usés jusqu'à la corde, il va plus loin pour dire que balader les yeux jour et nuit sur les plateaux, comme si Peggy venait s'asseoir ici 24 heures sur 24. Moi, je pense qu'il ne faut pas aligner les mots pour aligner. Et puis, il dit que l'honorable Kodim Pudencio le voyait dans cet état depuis plusieurs années. Et puis, faut-il faire semblant de sauver quelqu'un qu'on connaît, des conséquences inévitables, des causes qu'on connaît et desquelles on a détourné le regard. Parce que alors qu'on a les moyens, je pense quand même que c'est de la méchanceté gratuite. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Parce qu'aujourd'hui, si on fait le point, à quel moment lui qui fait cette chronique est allé au chevet de Peggy? Nous avons tout laissé ici. Voilà. On s'est sacrifié. On était assez. Lui, il a fait quoi pour s'attaquer aujourd'hui à une ministre de la République qui, quand même, a dit je prends en charge tout ce qui... Est-ce qu'on prévient? Est-ce qu'on donne de date à une maladie? Et la personne dit je prends tout en charge. Et l'a fait jusqu'au bout. Et vous trouvez que pour des raisons, comme si vous connaissez son cahier de charge,
qu'il est usé, comme si vous étiez son employeur, il est usé, il est si. Quelle est votre appréciation? D'abord, première chose, c'est que ce monsieur qui parle là, le TikToker là, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Peggy. Ça, c'est la première des choses. Il a voulu faire comme tout le monde. Oui, on parle d'un grand journaliste, de renom, que tout le monde en... Enfin, moi aussi, je vais en parler. Alors que tu ne sais rien de cette personne-là. Le handicap que Peggy avait, il le trimballait depuis quand? Lui, il sait depuis quand? Avant de venir à, comment on appelle, à Eden, il avait ce handicap-là. Si la dame qui l'attaque aujourd'hui, Madame Prudencio qui l'attaque aujourd'hui, était une personne qui voulait être complètement regardante sur un certain nombre de choses, elle allait dire, pas de ces gens de personnes chez moi, pas de, si je ne veux pas des gens qui ont des faiblesses. Malgré ça, ils l'ont employé. Ça, c'est déjà un premier service. Malgré ses problèmes oculaires. Ils l'ont d'abord recruté. Il a travaillé pendant plus de 13 ans ici. Et c'est aujourd'hui qu'on trouve que non, ils n'ont pas. Il trimballait ce problème depuis Golf. Apparemment, il avait même des prothèses qu'il utilisait depuis tout le temps. Donc, c'est un problème qu'il a toujours eu. Donc, c'est la preuve d'abord qu'il ne connaissait pas ce dont il parle. Ça, c'est une première chose. Et s'attaquer à cette dame-là, moi, je trouve que c'est méchant. À mon humble avis, hein, c'est méchant. Parce que quand vous prenez cette dame-là aujourd'hui, elle peut prendre son argent, tout l'argent qu'elle investit ici. Regardez une seule caméra robotisée qui filme en 4K, haute définition, tout ce que vous voulez. Minimum, ça va coûter peut-être entre 4 et 5 millions. Cet argent-là, on peut prendre ça pour faire autre chose. Elle peut l'investir ailleurs. Elle peut s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants avec. Mais elle crée un média, elle n'abandonne pas, malgré les difficultés que les médias ont aujourd'hui. Où est la pub qui va permettre à ces médias-là de gagner de l'argent? Rien. Elle fait ce travail-là. En réalité, pour nous, c'est pratiquement un service aujourd'hui qu'on rend à un journaliste que de l'employer aujourd'hui. Il faut se dire la vérité. Parce que les promoteurs comment on appelle, des entreprises aussi n'ont pas grand-chose. Il faut se dire la vérité. Si c'était avant, peut-être, où les gens avaient cette aide-là de l'État, où les gens donnaient de l'argent, où il y avait de la publicité, où comment on appelle, les structures étatiques étaient libres pour aller faire ce qu'elles voulaient sur les médias, au point où ça rapportait plus ou moins de l'argent, on pouvait peut-être dire non, voilà, il faut... Voilà. Mais là, maintenant, ces promoteurs-là, ils gagnent quoi? Elle aurait dû fermer même depuis, mais elle n'a pas fermé. Parce qu'elle sait qu'il y a des hommes et femmes ici qui sont des pères de famille, qui se nourrissent de ce truc-là. Il ne connaît pas Peggy, il ne connaît pas non plus la dame. Il ne connaît pas son cahier de charge non plus, ici. Voilà, il ne connaissait pas aussi son cahier de charge ici. Peggy venait pour pratiquer quelques jours, enfin, il passait peut-être 15 à 20 minutes sur un plateau de télé en une semaine. 15 à 20 minutes pratiquement sur un plateau de télé en une semaine. Peggy était tout le temps à la radio. Ça, il ne l'a jamais su. Et il vient, il commence à faire des commentaires. Je pense que Laurent a dit l'essentiel. Hein. C'est des gens qui cherchent, les TikTokers généralement, c'est des gens qui cherchent à avoir de la visibilité sur Internet. Parce que c'est ça qui rapporte de l'argent. Allez regarder un peu, vous allez voir qu'il a peut-être une dizaine d'abonnés, peut-être, je ne sais pas moi, 10 000 abonnés, un truc comme ça. Donc, ils surfent sur ça pour essayer de gagner de l'argent. Et c'est là où j'attire aussi l'attention de nos autorités. Ces gens de personnes-là, moi je pense que lorsqu'on atteint un certain niveau d'abonnés, un certain nombre d'abonnés, on doit les considérer comme des médias et leur appliquer tout ce qu'il y a comme règles, comme tests en matière de médias publics. Il faut le leur, enfin de médias tout court, il faut le leur appliquer. Qu'ils se sentent obligés de tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Parce qu'aujourd'hui c'est très facile, hein. Pour faire le buzz sur Internet, c'est très facile. Faites des choses, déhanchez-vous avec comment on appelle, des postures un peu tendancieuses, pour utiliser votre mot de ce matin. C'est-à-dire, faites des choses qui ont rapport avec le sexe, les gens vont prendre. Attaquez-vous aux politiques, les gens vont prendre. Ou bien attaquez-vous au pouvoir. Ça fait marcher, c'est ça. Jouez le petit qui s'attaque au plus grand. Et tout de suite là, tout le monde achète, tout le monde va regarder. Tu sais, c'est le lieu des complots, c'est le lieu de ceux qui croient au complotisme, à tout ce qu'il y a comme ragot, qu'on raconte un peu. Les débats de boutiquiers, c'est là-bas aujourd'hui. Donc ceux qui ont un certain nombre d'abonnés, moi je pense que les autorités doivent être regardants et commencer à leur appliquer, mais rigoureusement la loi. La loi déjà prévu ça. Voilà. Donc des gens comme ça, il faut véritablement leur faire savoir que, attention, ce que tu dis n'est pas bon. C'est essentiel. C'est essentiel. Avant que le monsieur ne vienne ici, la dame n'a même pas cherché à savoir est-ce qu'elle a un problème ou pas. On l'a recruté comme ça, avec son problème.
Et c'est même malheureux qu'on en vienne à parler de ça. On ne parle plus finalement de l'hommage qu'on doit rendre à un confrère, à quelqu'un. Et des efforts qui ont été faits par les promoteurs. Voilà, pour pouvoir le sauver. Oui, et vous avez tout dit. La maladie ne prévient pas. La maladie ne prévient pas. Ou bien on lui a dit que c'est parce que Peggy avait ce handicap-là qu'il est décédé. C'est un AVC qu'il a emporté. Allez demander à tout le monde un AVC, c'est silencieux, ça ne prévient pas avant d'attaquer. Et c'est ça maintenant, sur ça maintenant que toi tu veux surfer, sur le malheur de quelqu'un, sur le décès de quelqu'un, le malheur de sa famille, c'est sur ça que toi tu veux surfer pour te donner de la visibilité. C'est être con. Les gens qui c'est être con, ce n'est pas être très intelligent. Et Roland vient de nous apprendre qu'il a fait un passage par golf. Normalement, si tu fais un passage par golf, que tu es journaliste, normalement tu dois pouvoir réfléchir avant de tenir de tels propos. On n'attaque pas les gens comme ça. On n'attaque pas les gens comme ça. C'est pas normal. Moi, je pense que si peut-être il veut montrer sa bonne foi aujourd'hui, s'il veut rendre son hommage à Peggy, il n'a qu'à venir déposer le pactole ici pour qu'on puisse faire son inhumation. Moi, ce serait bien. Je crois que véritablement ce débat, je ne vois pas pourquoi ça commence comme ça, parce que moi je pense véritablement que c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté béninoise. J'ai soulevé un problème crucial qui nous concerne, journalistes. J'ai soulevé un problème qui nous concerne. Qui s'attaque à vous, journalistes. Qui s'attaque à vous. Non, il ne peut pas s'attaquer à moi parce que. Et non à la conseillère. C'est ce que à la ministre conseillère qui s'attaque à vous. C'est ce que j'essaie de dire. En fait, j'ai soulevé un problème qui est réel pour tous les journalistes au Bénin. C'est-à-dire, au-delà de ce que les promoteurs, les employeurs font, il n'y a pas de structure qui nous prenne en charge. C'est réel. C'est du réel. Et j'en parle pour que nous puissions réfléchir, ouvrir les yeux. J'ai évoqué le cas. Écoutez, cette semaine-là, ces 2 dernières semaines-là, il y a un journaliste qui a fait un AVC qui en est mort. Il y a un autre, Laurent Gagnet, qui est graphiste au journal Les 4 Vérités. Oui, attendez, il y a Laurent Gagnet, qui est journaliste au journal 4 Vérités, avec qui j'ai fait le 4 secondes première terminale, mais qui a eu juste un malaise, qui est allé à l'hôpital de zone d'Amokavi, qui est décédé. Je prends le cas de celui qui est même encore décédé. Il y a encore un journaliste qui est décédé encore hier. S'ils avaient eu la chance de leur prise en charge totale, peut-être qu'ils seraient encore en vie. Justement, donc, pour dire quoi? Si nous avons une structure, une mutuelle, qui nous prend en charge, dès lors que vous avez un pépin, hier, quelqu'un nous conseillait d'aller faire des analyses. Monsieur Nichango, pour dire quoi? En réalité, s'il y a par exemple, une mutuelle comme ça, hier, par exemple, Dieu m'est témoin, d'hier nuit jusqu'à 4 h du matin, je ne pouvais pas dormir. J'avais fortement mal à la dent. Mais s'il y avait une mutuelle au niveau de l'UPMB qui existait et que ça est fonctionnel, automatiquement ce matin, je pourrais me rendre là-bas facilement. Ça me facilite la tâche. Et donc, c'est en cela que moi j'en appelais aux professionnels des médias, mais si maintenant ils jugent bon, parce qu'en même temps, il faut quand même régler ses comptes, parce que j'ai quand même interpellé, je précise que j'ai interpellé la RAC, j'ai dit que la RAC, ce n'est pas son rôle, l'émission est encore là, que la RAC pourrait réfléchir pour trouver comment faire pour nous arranger cette situation. J'ai interpellé le gouvernement. Je pense que véritablement, que les gens évitent de surfer sur le malheur des autres, et de vouloir à tout prix montrer que bon, c'est eux qui... La recherche du buzz. Non, je pense que ce n'est pas bien. Vivement que ça s'arrête. Vivement que ça s'arrête. Si quelqu'un a des comptes à régler, qu'il prenne son initiative directement d'aller droit au but, plutôt que de vouloir surfer sur des séquences de propos sortis de leur contexte, une partie de ce que quelqu'un a dit, pour vouloir mélanger. Moi, je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien séant. Il y a Sergino Lokosso qui vous dit bonjour et vous demande de faire votre hommage à Peggy, comme ça se fait, comme ça a commencé, et d'oublier les internautes. Et donc, il a bien envie. On ne saurait justement... bien envie. Si vous avez envie de dire un mot... On ne saurait jamais oublier les internautes. Sergino Lokosso, appelez-nous à 9 h. Il y a des internautes qui quand même respectent ce que nous faisons, oui, et ils sont assez courtois. Donc on saurait oublier les internautes, c'est-à-dire qu'on va oublier une catégorie d'internautes. Les chercheurs de buzz, on va dire, qui cherchent du buzz pour pouvoir gagner de l'argent. Ils sont désœuvrés, ils n'ont plus rien. Et comme c'est de l'argent facile là-bas, il suffit d'insulter quelqu'un, il suffit d'injurier une personne et c'est fini, on gagne de l'argent. Aussi longtemps que nous allons laisser, parce qu'on dit... C'est-à-dire que vous voyez le serpent, vous laissez le serpent pour aller taper dans la broussaille. Je pense que véritablement, si
on ne s'organise pas pour réfléchir autrement et qu'on doit s'en prendre, on doit pouvoir chercher à voir le mal chez quelqu'un qui est source de notre malheur, je pense qu'on ne va pas s'en sortir, que chacun s'organise et que nous puissions nous entendre au niveau de la corporation. Parce que nous avons une corporation, qu'on le veuille ou non. Appelons chacha. Et ça, je le dis, nous avons une corporation divisée. Il y a le chacun pour soi. Si on fait le vivre ensemble, la solidarité entre professionnels des médias, on serait plus fort et on pourra mieux réfléchir sur nos problèmes. Déjà, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Vraiment pour finir. Si la dame, si les promoteurs auxquels ce monsieur-là veut s'attaquer aujourd'hui et disait, OK, étant donné qu'on ne gagne plus rien dans cette affaire et que c'est devenu pratiquement une passion pour nous aussi, soutenir ces jeunes-là, les permettre de faire leur travail, s'ils fermaient leur entreprise, s'ils fermaient tout et qu'ils laissaient... Vous allez devenir comme lui. Voilà. S'ils fermaient, vous allez devenir comme lui. On va devenir TikToker. Voilà. Et Peggy serait peut-être devenu comme lui aussi. Prenez Peggy, arrachez-lui le journalisme, il n'était plus rien. Peggy va vous dire, mais c'est comme si vous l'avez tué, c'était un mort vivant. Donc, lui permettre déjà de faire son boulot, c'était un grand soulagement déjà pour lui, c'était la première des choses qu'on pouvait lui faire. Okay? Et donc, ceux qui font ce travail-là, il ne faut pas tout de suite les condamner non plus. Et puis, il y a plusieurs journalistes qui sont en train de périr comme ça. Parce que, bon, il y a des choses qu'on doit revoir dans notre corporation, certainement. Parce que si le nombre est beaucoup comme ça, ça veut dire qu'on doit réfléchir. Et pour finir, c'est quoi? C'est que si on commence à attaquer ceux-là, attaquer ceux qui nous donnent du boulot, qu'est-ce qui va se passer finalement? Ceux-là vont se décourager. Ils vont dire, mais si finalement on doit me mettre tout le tort dessus, à quoi ça me sert de faire encore une entreprise de presse pour que je soutienne des gens et qu'à la fin, c'est eux-mêmes encore qui vont s'attaquer à moi? À quoi est-ce que ça sert finalement? Et donc, il faut savoir là où la lutte se situe. Moi, le lundi déjà, j'ai relevé le problème de mutuelle lorsque Carole m'a posé la question. Je dis, il nous faut une mutuelle. On a besoin de sécurité sociale. C'est ça, en fait, nous, notre problème en tant que journaliste. On est d'accord? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être aussi des tests également pour que voilà, l'État aussi puisse intervenir. Parce que je dis et je répète tout le temps, je le dis ici, je dis le travail que nous faisons en tant que journalistes, c'est un travail, et comment on appelle, c'est de l'ordre du service public. Et dès l'instant où c'est de l'ordre du service public, l'État doit intervenir. Parce que c'est le droit à l'information des populations que nous faisons. C'est par rapport à ça. Quand vous dites de l'ordre du service public, c'est même peu dit. On dit que la presse est le quatrième pouvoir. Donc, le premier pouvoir a les moyens. Le deuxième pouvoir a les moyens. Le troisième pouvoir a les moyens de l'État. Et le quatrième pouvoir manque de moyens de l'État. C'est en cela que j'interpelle le gouvernement. Voilà. C'est-à-dire, dès lors que l'exécutif a les moyens de fonctionner, le parlementaire, en tout cas, le législatif a les moyens de fonctionner, le judiciaire a les moyens de fonctionner, et qu'on dit que la presse est le quatrième pouvoir, l'aide à la presse privée devient un impératif pour le fonctionnement des médias, pour que les porteurs des médias ou les patrons de presse aient davantage de moyens d'arranger les situations des journalistes et que les journalistes aussi s'organisent entre eux. Parce que, écoutez, depuis que cette aide n'existe plus, vous allez voir que l'UPMB n'a pratiquement plus d'action, d'activité, n'a plus pratiquement d'initiative. Et c'est en cela qu'il faut quand même interpeller. Donc, dire que c'est un service de public, je pense que c'est peu dit. Le quatrième pouvoir a besoin de moyens, pas de moyens comme un nœud dans la gorge, mais des moyens pour faciliter la tâche aux professionnels des médias et que les gouvernants réfléchissent autrement. On a bien vu comment est-ce que les gens réfléchissent dans ce... Cessons de penser que nos problèmes pourraient être réglés par des individus, mais réfléchissons à ce que ensemble, nous pourrons nous en sortir. Ensemble, nous pourrons compter sur les autorités qui doivent faire mieux pour nous. Mon dernier mot, vraiment, c'est le dernier, c'est par rapport aux fêtiers. Qu'ils cessent de jouer le rôle de relais des autorités. Ils ne sont pas là pour être des régulateurs comment on appelle, de ce qui se passe sur les médias. Nos fêtiers ne sont pas là que pour ça. Ils sont là d'abord, avant tout, pour nous, journalistes. Ils n'ont qu'à réfléchir à nos problèmes. Quand vous allez voir comment on appelle, lorsque les responsables des fêtiers là vont faire des tours dans les médias, qu'est-ce qu'ils font en premier? C'est pour venir nous appeler à l'ordre. Non, il faut éviter des désirs, il faut éviter des... La action s'en charge. Ils n'ont qu'à cesser ça un peu d'abord. Et penser aux réels problèmes des journalistes. Asseyons-nous, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place comme mutuelle? Il y a des gens, je vous assure, dans ce Bénin-là, qui ont mis en place des mutuelles où ils vont à l'étranger rechercher des moyens. Je vous assure, il y a des associations aujourd'hui dans les grands pays qui sont prêts à aider ces gens d'initiative. Il suffit de créer juste simplement, comment on appelle, le cadre, et tout de suite, les financements vont venir. Et les journalistes, plus ou moins, vont se retrouver avec une certaine sécurité sociale. Voilà. Quand le journaliste tombe malade aujourd'hui, qui lui vient au secours, alors qu'on sait ce qu'il gagne. C'est ça le problème. D'accord. Merci infiniment, Oumar Adeyandiou, sur ce sujet. Merci à vous également, Laurent Roland Tonné-Ikes. Et je voudrais clôturer avec ce sujet en disant
une fois encore, merci à la ministre conseillère Claudine Afiavier-Prudencio, qui ne cesse de faire, de donner du bonheur à des personnes. Oui, ce n'est pas que de Peggy qu'il s'agit, il s'agit également des orphelins. Et elle ne cesse de faire des dons dans des orphelinats. Elle a offert des bancs dans des écoles. Elle en fait beaucoup. Et je pense quand même qu'il est inutile de vouloir déblatérer sur ces personnalités politiques qui font un peu plus. Parce que dans ces écoles, il y a vos enfants, il y a nos cousins, il y a peut-être nos neveux qui sont là-bas. Que vos efforts ne s'émoussent pas. Faites-en encore autant que vous le pouvez et n'écoutez pas les ragots, comme on le dit. On va avancer. Et que notre TikToker crée un média là où il va embaucher des journalistes et il va s'occuper de tout pour eux. Il n'a qu'à faire ça déjà, lui. Merci. Le TikToker Merci pour ce message. Je voudrais aussi me permettre de vous délivrer le message de notre ancien coordonnateur général, M. Danginou. M. Danginou qui a donc fait un message de condoléances que je voudrais me permettre de lire ici. Sincère, c'est un message de l'ancien chef-si de Cotonou, bien, c'est de lui qu'il s'agit. Monsieur Jérôme Danginou. Ancien DG Port. Ancien DG Port. C'est rare dans notre pays, qui a démissionné par 2 fois. Pas 2 fois. Parce qu'il n'était pas d'accord avec... il avait une certaine intégrité. Parce qu'il n'était pas d'accord avec... Oui, c'est un homme intègre. C'est pas qu'il avait une intégrité, c'est un homme intègre. Si vous le croyez, vous vous rendez compte que on n'a pas besoin de le présenter. Qui a démissionné par 2 fois, parce qu'il n'était pas d'accord avec la manière dont les choses se passaient. Dans son message, il dit ceci: sincères condoléances à vous tous de la communauté d'Eden TV et Diaspora FM et à la famille de notre collègue et frère. Devant un tel départ brusque d'un proche, on reste sans parole. Retenons nos larmes. Et c'est dur, mais plusieurs points d'interrogation. On bénit le Seigneur qui a choisi ce moment pour le retirer du monde. Que son nom soit béni, que l'âme de Peggy repose en paix et que la miséricorde de Dieu ne lui fasse pas défaut. Courage à tous. Seul Dieu saura vous consoler. Merci pour ce message. Je ne sais pas si vous avez un petit mot. C'est un cas de mérite, comme je le disais. Est-ce que je voudrais peut-être préciser que c'est celui qui, depuis les années 83, a fait sa soutenance sur l'aéroport de Glodjigui. Voilà. L'aéroport de Glodjigui. Sa soutenance d'ingénieur portait sur l'aéroport de Glodjigui depuis les années 83. C'est une information. Moi, c'est sa prière qui me fait le plus plaisir. Donc, c'est un homme intègre et je sais qu'il a été patron ici d'ailleurs. Et Peggy l'a côtoyé, a été son collaborateur et il en sait beaucoup sur chacun de nous. Très bien, c'est ça. Et il a remercié Dieu de l'avoir... Et c'est là où je dis, c'est une grande sagesse aussi. Il faut qu'on se rappelle, pour tous ceux qui se lamentent aussi, voilà. Dans une autre vie, je suis sûr qu'il serait prêtre. Je ne saurais dire ce qui m'a apporté spirituellement. Voilà. En 2020, quand j'ai été indisposé. Oui. Dans une autre vie, il serait prêtre, certainement. Donc, pour tous ceux d'entre nous qui se lamentent encore, la famille de Peggy, tout le monde, moi j'aimerais dire cette phrase-là: à Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournerons. Peggy nous a juste dévancé, c'est rien d'autre. C'est un costume que nous avons déjà et que nous allons porter. Comme le disait l'autre, nous sommes en rang. Voilà, nous sommes en rang. Voilà, merci à vous tous. On va observer une courte pause avant d'aborder le deuxième. Nous sommes en rang, mais il faut que le rang s'arrête d'abord. Amen. Amen. Bonne prière. Quand je dis nous sommes en rang, bon, d'accord. Amen. Il faut arrêter le rang d'abord. Amen. On va faire une muraille au milieu du rang. Voilà. Cette semaine seule déjà, écoutez, on ne peut pas être en rang. Il faut rompre le rang. D'accord. Merci. Nous allons à la une de Matin Libre qui titre ce matin présidentielle de 2026. Diogbeno force le passage. Et le quotidien va plus loin et parle de l'indisposition des membres de son cercle. Je ne sais pas. J'ai voulu quand même vous titiller un peu sur ce titre de Matin Libre. Le leader du jour dit que l'UP Le Renouveau et le BR renforcent leur collaboration stratégique. Oui, Oumar Adéandjou. Oui, ce titre de Matin Libre qui dit ce matin que le président Diogbeno force le passage.
Quel passage force-t-il? Oui, non, il peut se dire cela aussi. Hein. Le confrère qui met cela à la une, il a peut-être des raisons. Après avoir observé un certain nombre de faits sur le plan, on va dire, politique, il se dit, est-ce qu'il n'est pas en train de forcer le passage? Forcer le passage par rapport à plusieurs choses. Le président de la République avait dit, pas de personne dans mon clan pour me succéder, qui est plus proche du président que Diogbenou. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Et Diogbenou est un présidentiable aujourd'hui. En tout cas, moi, en tant que journaliste, je le vois ainsi. Il n'est pas seul. On peut citer Lucas Trokpo. Et les deux là, déjà, sont du même parti. On peut citer Abdoulaye Biotchane. Donc, bon, il est out, hein? Abdoulaye Biotchane est out. Il est out, là, il est out, avec il est out. son âge. Donc, on va dire que lui, il est plutôt faiseur de roi. Donc, il sera là aussi pour désigner peut-être dans son camp les gens que lui, il a envie de soutenir. Donc, les présidentiables, moi, je savais que à un moment, ça allait peut-être venir. Parce que le président doit choisir. Peut-être que ça se présente. Je ne vous arrête pas, mais peut-être que l'avis du président, entre-temps, a évolué. Son point de vue par rapport à quelqu'un de son clan a évolué. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il veut peut-être quelqu'un de son clan. On ne le sait jamais. Non, je ne vais pas dire qu'il veut quelqu'un de son clan. On ne le sait pas. Mais je vais dire plutôt qu'il veut que ce soit le plus transparent peut-être possible. Pour qu'on ne dise pas que il a pris quelqu'un de son clan et qu'il a placé. Parce que ce qu'on peut lire à travers ces déclarations, je ne veux pas quelqu'un de mon clan, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on dise que j'ai pris quelqu'un de mon clan pour venir placer. Et si c'est bien libre, et que par exemple, ça passe par exemple par des primaires, par exemple, personne ne pourra dire que voilà, c'est quelqu'un de son clan qu'il a pris et qu'il a placé donc à la tête du pays, ou bien pour être candidat pour la présidentielle de 2026. Donc à partir de cet instant, je suis complètement d'accord avec vous. Et pourquoi est-ce que je parle comme ça? C'est parce que nous nous rapprochons de 2026 à grands pas désormais, de la présidentielle à grands pas désormais. Donc à partir de cet instant, le président de la République lui-même ne peut pas rester sans rien faire. Il doit réfléchir, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que ça se passe, qui sont mes gars les plus loyaux. Et la loyauté, pour lui, on sait ce que c'est. Hein. Il n'y a qu'à regarder tous les grands événements qui sont produits dans le pays. On sait que la loyauté pour le chef de l'État, c'est essentiel. Donc, les gars les plus loyaux, parmi ceux de mon groupe, je prends à qui est-ce que je peux faire confiance. Donc, il y a beaucoup de discussions certainement qui se font entre eux. Il y a certainement des rencontres entre eux. Donc, si Diogbenou, je ne sais pas moi, si comment on appelle, le confrère remarque que comment on appelle, Diogbenou commence à montrer des signes de vouloir être candidat, ou bien commence à... Il force le passage. Voilà, Diogbenou force le passage. Moi, je ne dirais pas force le passage, mais je ne trouve pas tort au confrère. Quand on s'en vous direz quoi? Quand on s'en tient aux propos du chef de l'État, je ne veux pas quelqu'un de mon clan, on ne peut pas dire au confrère qu'il a tort. D'accord. Vous comprenez? Mais au même moment aussi, on ne sait pas comment est-ce que les discussions évoluent entre eux. Parce que c'est sûr, il y a des rencontres entre eux. On ne crée pas deux grands partis politiques pour rester les bras croisés pour dire non, j'attends la présidence. Non. On les rencontre, on discute avec les chefs, on leur demande ce que vous pensez, comment est-ce que ça va se faire, quels sont les éléments. Voilà, donc il y a des discussions à l'interne et certainement ces discussions à l'interne permettent désormais à certains de pouvoir sortir la tête et de dire moi je me sens capable. Voilà. Un peu. Moi, je pense que c'est ça. D'accord. Laurent, le passage, est-il possible de forcer un passage quand on sait tout ce que le chef de l'État a dit sur des plateaux avec des journalistes internationaux et tout? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de forcer le passage quand on tient compte de ce que Oumar a dit par rapport au chef de l'État qui a dit qu'il ne veut pas de quelqu'un de son clan? Je lui demandais ceci, ces propos, peut-être cette pensée a évolué. Quel est votre avis? Écoutez, je l'ai dit, redit. En fait, quand on dit que Diogbenou force le passage, ça ne devrait pas surprendre. Le chef a dit qu'il ne voudrait pas d'un candidat de son clan. D'accord. Et lui, il a dit. Mais il y en a dans son clan qui se voient potentiel candidat. Oui, ça c'est vrai. Et donc, il ne peut pas leur refuser. Il vaut mieux le laisser aller peut-être cogner la tête, s'il faut cogner la tête ou taper poteau, comme le disent les Ivoiriens. Et donc, quand vous regardez un peu aussi la position de Joseph Diogbenou, c'est possible qu'il veuille forcer le passage. Pourquoi? Il a quand même une parcelle de pouvoir. Cette parcelle de pouvoir, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est président de parti. Et les parrainages doivent être co-signés par les présidents de parti.
Donc, de ce point de vue, quand même, il a quand même un petit pouvoir qui peut mettre dans la balance pour vouloir s'imposer et vouloir à tout prix forcer jusqu'au dernier moment où il se rendra à l'évidence que ce n'est plus possible. Donc, dire qu'il faut qu'il aille croiser les bras aussi facilement, ce n'est pas gagner d'avance. Et il n'y a pas possibilité de le voir comme ça, comment vous appelez, reculer, se ranger et dire, bon, le chef a dit, je veux personne de mon clan, et donc, par conséquent, lui-même va se ranger. Ce n'est pas évident. Ah oui? Je pense que, et d'ailleurs, le journal, si vous vous rendez compte de l'article du journal, il a été quand même clair qu'il aurait fait une réunion dans sa résidence à Bourg-en-Calavi, et avec certaines têtes de la classe politique avec qui il dirait, il aurait dit qu'il est le candidat naturel. Donc, c'est autant d'éléments qui font que les gens pensent que véritablement, aujourd'hui, qu'est-ce que je pense? Je pense que oui, c'est possible qu'il veuille forcer le passage. Maintenant, il revient aux acteurs de nous démontrer si, en forçant le passage, il peut avoir gain de cause. Est-ce qu'il peut amener le chef à fléchir et à considérer que oui, on peut le laisser évoluer, ou bien s'il faut le coincer ou non. Mais je pense évidemment, et j'ai déjà émis cette hypothèse-là, dans le cas où Moriagua, Oui. le chef ne veut pas d'un candidat de son camp, et qu'il en arrivait que le président du parti refuse de co-signer les parrainages, on fait comment? Et que ce président du parti veuille être à tout prix candidat, et qui maintenant, dans ce cas d'espèce, il refuse de co-signer les parrainages, on fait quoi? Non, c'est pas que je vous coupe, mais tel que les choses se présentent aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est possible? Ah non, mais ce que vous dites, on dit, mais il est dit qu'il faut ce passage. Ça veut dire qu'à un moment donné, il veut à tout prix s'imposer. Et pour se faire entendre, pour m'écouter, c'est moi ou rien. Et donc, si vous refusez, j'ai quand même un pouvoir à un moment donné. Si je ne co-signe pas les parrainages, puisqu'on a dit, on n'a même pas dit un membre du bureau politique qui doit co-signer, on a dit oui, le président du parti. Oui. S'il arrivait qu'il n'est pas candidat et qu'il refuse de co-signer les parrainages pour les 56 ou je ne sais quoi, députés de l'UPL au niveau là, on fait comment? Moi, je ne veux pas, je ne veux pas être dans un film. Je ne veux pas être dans un film. Non, je ne veux pas de fiction. Bon, parlons de concret. Moi, je vais dire, je vais pousser l'analyse un peu loin. C'est pour dire que, à sa place, moi aussi, j'allais forcer. Voilà. Et je dis comme Laurent, à sa place, moi aussi, je vais forcer. Parce que, pourquoi je dis ça? Je vais vous expliquer une situation. Parce que ce que beaucoup de personnes regardent aujourd'hui pour faire ces genres de commentaires, pour dire il force le passage, toutes ces choses-là. On regarde surtout ceux qui ont tenté de le faire. Où est-ce qu'ils se retrouvent? Disons clairement les choses. Parlons de comment, non, ne souriez pas, vous allez me comprendre. Non, moi je ne suis pas ce type de journaliste qui raconte. Je vais bien m'asseoir pour comprendre et arranger ma veste pour comprendre ce que vous dites. Comprenez bien ce que je dis. Comprenez bien ce que je dis. Vous connaissez ma franchise, je vais vous dire les choses. La première des choses que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand vous regardez, par exemple, Osvaldo Meki, Olivier Bokor, tous ces gens-là qui ont voulu le faire. Ils voulaient du pouvoir. Ces gens voulaient du pouvoir. Oui, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont là-bas pourquoi? Pour tentative, je ne sais quoi, ou bien, je ne sais pas, complot contre la sûreté, des choses comme ça, voilà. Maintenant, l'objectif, c'est que eux... Attends, vous estimez que c'est pas vrai? Non, mais quand on dit complot contre la sûreté de... Non, je n'ai pas dit ça. C'est pourquoi vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout? C'est terrible. Ok, d'accord, on vous laisse aller au bout. Allez-y. Donc, je disais quoi? Ceux-là, quand ils veulent le pouvoir, ils sont pas passés par les moyens les plus légaux pour pouvoir y arriver. Quand un chef dit « je ne veux personne de mon clan », cela ne veut pas dire que tous les gens de son clan sont forclos. C'est lui qui n'en veut pas. S'il passe par les voies légales, qui va les attraper? Disons-nous clairement la vérité. Si moi je suis dans son clan et que je me sens candidat naturel, comme vous l'avez dit, mais s'il est candidat naturel, le chef lui-même va la doubler au finish. Il va se dire « mais attendez, qu'est-ce que vous croyez ? C'est pas parce que je dis que je ne veux pas quelqu'un de mon clan, mais que les partisans veulent. Comment est-ce que vous voulez que je m'impose à la décision de la majorité? C'est un démocrate. À un moment, il va dire, mais écoutez, voilà. Donc, chacun va certainement tenter aussi le coup sur ce plan-là aussi. Parce que ce n'est pas illégal que de dire, au sein de mon parti, je veux être candidat. Bertin Kovi le dit. Mais lui, il est déjà candidat. Lui, il est candidat. Vous voyez que ce n'est pas illégal. Qui l'a attrapé? Quelqu'un l'a même. Non. Donc, ce n'est pas illégal. Donc, moi, je dis, que quelqu'un veut être candidat. Il est inoffensif. Ah bon, c'est pour ça. Oui. Bon, c'est comme on a vu, il est allé embrasser le Hiroko en disant que celui qui viendra après Bouliaï va mourir. La personne n'est pas morte. Donc, on va comprendre que c'est quelqu'un inoffensif. On n'a rien à craindre chez lui. Il n'a aucune puissance. D'accord, c'est vous qui le dites. Mais moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que, non, pour être très sérieux,
une personne qui va être candidat au sein de l'UPR, au sein du BR, théoriquement, si elle l'exprime et qu'elle le dit, elle n'a rien fait de grave. Hein. Seulement que c'est sa relation peut-être avec le chef, c'est à ce niveau qu'il y a un problème. C'est là où ils vont se dire, mais mon ami, je t'ai dit quand même, pas quelqu'un de mon clan. Et c'est à lui maintenant de discuter avec l'autre. Et c'est pourquoi je reviens encore sur ce point-là. On ne sait pas ce qu'il y a comme rencontre entre eux. On ne sait pas où est-ce qu'ils se parlent. On ne sait pas si comment on appelle, les postures ont évolué. Si aux yeux comment on appelle, des partisans du pouvoir, comment on appelle, leur camarade Djogbenou se présente, c'est-à-dire se révèle être le candidat naturel de leur camp. Mais pourquoi est-ce que le chef s'est opposé? C'est là où moi je dis, passage en force, il a peut-être le droit de le dire, notre confrère, mais de l'autre côté aussi, il n'a peut-être pas le droit, parce qu'on ne sait pas ce qui se dit en coulisses. Parce qu'ils ne vont pas rester bras croisés non plus, ils sont en train de réfléchir. Qui est-ce qu'on prend? Qui pour faire l'unanimité? Qui pour être représentatif sur le plan national? Moi, je pense que M. Joseph Djogbenou ne doit pas s'avouer vaincu aussi facilement. Écoutez, il a son droit de forcer le passage jusqu'au moment où le chef se rend à l'évidence que je ne veux pas quelqu'un de mon clan, mais voilà celui qui s'impose dans mon clan en réalité pour pouvoir être quelqu'un qui est volontaire. Qui est volontaire, mais qui fait l'unanimité parce qu'en prenant des initiatives, c'est qu'il se peut qu'à un moment donné, qu'il y ait l'adhésion des membres de la mouvance présidentielle qui disent, bon, finalement, nous pensons que lui, il est mieux placé et que cela s'impose au chef, seulement que il doit comprendre qu'il faut faire davantage attention. Très bien. D'accord. 8h58, passé dans tout. Pardon, excusez-moi pour ce chat. Ah. Il est passé où? Ce chat. 8h58. C'est 58 minutes toujours, hein, d'accord. Ça fait attention là. Ça fait attention là qui amène le chat dans votre gauche. Hein? Fais attention. Non. Fais attention de Laurent. Bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Voilà, c'est un plaisir toujours pour nous d'être en face de vous tous les matins pour faire cet exercice. Merci, Oumar. Je vous en prie. Merci, Laurent Roland Tonnet.